La ville de Goma, de 2002 à 2020, un bijou à l'est de la RDC. En dépit des nombreuses crises qu'elle a connues, la ville de Goma fait la fierté de la RDC dans sa partie est. Pendant qu'il s'est dirigé au Rwanda dans une poursuite de traces d'un missionnaire en provenance de l'Afrique orientale en 1894, l'explorateur Gustav Adolf von Gotzen découvre un petit village de pêcheurs appelé Ngoma, dont la signification veut dire tam-tam et qu'il déforme par Goma en l'écrivant. Ce petit village est devenu aujourd'hui un grand centre et chef-lieu de la province du Nord Kivu, avec une population de plus d'1 million d'habitants en 2020, pourtant une moyenne de 400 000 en 2002, bien sûr avant la fameuse éruption d'Nyiragongo en 2002. L'éruption du volcan Nyiragongo le 17 janvier 2002 vient tourner une nouvelle page dans l'histoire de cette ville touristique, non seulement dans les négatifs, mais serait aussi qualifié de déclencheur de son développement. Au point de vue gestion des catastrophes, nous savons que la catastrophe amène au développement. Avant l'éruption, la ville de Goma était de 66 km², mais le volcan a agrandi la ville en poussant la coulée de lave dans le lac de 200 mètres. Aujourd'hui, la ville continue à s'agrandir jusqu'à 75 km², a précisé Kassere Kamainda Célestin, directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. Je réponds au nom de Kassere Kamainda Célestin. Je suis chercheur, volcanologue et directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. J'ai pu commencer mes activités ici à Goma en 2000. L'éruption m'a rencontré à Goma. Avant l'éruption, la superficie de Goma était de 66 km². Et après l'éruption, à peu près 13% de la ville de Goma a été consumée, ensevelie par la lave. Et curieusement, aujourd'hui, nous sommes à 75 km². Pour dire que la ville de Goma a augmenté de 9 km². Et nous, au point de vue gestion des catastrophes, on sait que la catastrophe amène au développement. En 2002, l'éruption volcanique a agrandi le territoire de Goma. Et le territoire de Goma a augmenté de 200 mètres. La coulée de lave a poussé. Le lac Saïd, dans cet endroit, on a même la Monisco, là on appelle la lava base. Aussi, la population est devenue nombreuse. Par conséquent, il faut augmenter. En 2002, nous étions à 430 000 environ de personnes. Et après l'éruption, aujourd'hui, nous sommes au-delà, la population s'est multipliée à peu près 3 fois. Nous sommes au-delà de 1,2 million. Par conséquent, on doit chercher la terre. C'est comme ça que les gens évoluent vers le volcan. S'il n'y avait pas de parc, je pense qu'on aurait même atteint le sommet de Nyiragongo. En 2002, quand il y a eu éruption, il y avait 300 000 personnes qui étaient chassées de l'extérieur, expulsées de la ville de Goma. Et 120 étaient restés sans abri. Et tout le monde avait tendance de vendre sa parcelle. Quand il est retourné, mais au vu, puisqu'il y a eu beaucoup d'ONG qui sont arrivées pour venir épauler et aider la ville de Goma, et on a vu les gens construire. À moindre coût, les parcelles étaient devenues moins chères. Et les gens qui étaient malins, ils ont justement acheté beaucoup de parcelles et commencé à construire des beaux buildings. Laissez-moi vous dire, après, à partir de mes enquêtes, à cette époque là-bas, les gens construisaient de belles maisons pour seulement loger les expatriés, pour avoir de l'argent. Mais après, il y a eu beaucoup d'afflux des ONG internationales qui devaient loger quelque part d'adapté. On a construit de belles maisons. Même les infrastructures se sont améliorées. Et ce que nous encourageons, et la ville de Goma est devenue meilleure, plus qu'avant. Le négatif fait que la population de Goma se renouvelle. Au point de vue mental, il est négatif puisque on n'est pas informé. Pour vous dire vrai, ce qui est passé en 2002 reviendra encore. Peut-être avec nous, ça nous, mais le problème, c'est que il y a une nouvelle population qui doit être sensibilisée sur ces aspects et avoir aussi l'idée que nous sommes en train de construire, mais cette maison peut partir. Par conséquent,
ils doivent tenir compte de ce que nous faisons à l'Observatoire. Et quand je rencontre beaucoup de gens, ils me disent, bon, vos informations aussi nous encouragent à investir à Goma, puisque nous serons informés avant. C'est ce qui est positif. Le négatif, c'est toujours que ces gens qui ont construit, plusieurs ne demandent pas l'avis, l'expertise de l'Observatoire. C'est là qui construisent aussi les fissures. Alors c'est très dangereux. Quand il y a une grande activité, il y a des émanations de gaz, ça peut impacter aussi sur la santé de la population. Ou bien même, quand il y a un petit tremblement de terre, ça peut bouger votre maison parce que vous avez construit ici des endroits qui ne sont pas appropriés. Ce n'est pas seulement le mal qui entoure le volcan Nyiragongo. Il est en activité depuis sa découverte en 1994. L'activité est continue permanente. Donc le Nyiragongo est parmi les 5 volcans du monde où l'activité est permanente. Vous pouvez y arriver, vous allez rencontrer la lave, le lac de lave à l'intérieur du cratère. Alors, actuellement, il n'y a pas de menace. Parce que nous voyons, nous observons le Nyiragongo pas avec les yeux, mais avec des instruments. Les signes actuels montrent qu'il n'y a pas de menace et que nous pouvons vaquer librement nos occupations, mais en tenant compte des règles d'hygiène telles que je vous ai dit. Le panache, bien la fumée qui sort du volcan est très polluée. Il y a des cendres volcaniques qui sont toxiques. Et pour les gens là qui prennent de l'eau de pluie, ne les conseillons pas. Ils ne peuvent l'utiliser que pour la vaisselle, pour laver. Aussi, peut-être pour les mamans, puisque à des lieux intimes, ce n'est pas autorisé. Mais aussi laver les légumes. On doit couvrir tout ce qu'on voit sur le marché. Et nettoyer, quand vous avez acheté des légumes, il faut les nettoyer. Puisqu'il y a cette poussière qui couvre ces aliments est toxique. Donc ça, nous pouvons demander à la population. Mais à soi, l'activité dit qu'il y aura éruption, il n'y en a pas pour le moment, il n'y a pas de signes qui montrent. Nous pouvons vaquer librement nos occupations, nous gardons toujours notre couleur jaune qui demande la vigilance. Vous êtes dans mon bureau, vous voyez de part et d'autre des cartes. À votre gauche, il y a la carte rouge là-bas, il y a des rouges. Ça, c'est notre probabilité des zones qui peuvent être envahies par les coulées de lave si jamais ça arrivait. Et ça ne peut pas couvrir un seul endroit. Si ça sort de ce côté, gauche, droite, c'est comme ça que ça va se comporter. Et dans l'autre côté, si vous voyez le gaz, pour le gaz, la population de Goma connaît ces endroits. Il y a des points, il y a ce que nous appelons des mazoukous. Ce sont des gaz qui tuent sans avertir. L'avantage est que ce gaz, ce dioxyde de carbone est lourd, il ne peut pas dépasser 1 mètre. Mais quand vous promenez, vous commencez à vous courber, à vous reposer sur terre, ça peut vous attraper. Et les gens connaissent ces endroits. Nous pouvons dire tout simplement que quand les populations atteignent ces endroits, ils peuvent avoir des difficultés respiratoires, peuvent avoir aussi des vertiges. C'est mieux de quitter les endroits en question. Mais nombreux aussi toute la population de Kibati, la population du lac Vert connaît ces endroits. Il est sans doute à retenir que l'éruption de la ville de Goma varie d'un secteur à un autre. Sur le plan infrastructure, il y a à féliciter pour Goma, jadis calciné à 13% de la lave du Nyiragongo, mais qui, à partir de 2015, a fait un pas en avant dans sa voirie, ou même un peu avant dans la construction. Elle contient aujourd'hui des jolis bâtiments faisant sa fierté. Aujourd'hui, la ville de Goma est parmi les villes les plus propres de la RDC. Elle peut être classée au moins parmi les 5 meilleures. C'est écrié Intinue Miserero, mais déplore un retard dans l'évolution du social. Plus d'une personne est victime du chômage et du manque d'emploi. À qui reviendrait la responsabilité? Bonjour messieurs les journalistes. Je m'appelle Itinue Miserero, je suis informaticien dans le secteur informel. Concernant l'évolution de la ville de Goma de 2002 jusqu'à aujourd'hui, ça dépend. Ça dépend du secteur, ça dépend du domaine. Économiquement et particulièrement dans le domaine d'infrastructure, il y a eu des avancées significatives. À partir de 2002 jusqu'à 2015, ça n'allait pas. Les routes étaient non praticables, mais coup de chapeau à nos dirigeants qui se sont donné la peine de faire leur mieux pour que quand même, eh bien, à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui, il y a présence de routes
praticable et vraiment on remercie les autorités. La ville de Goma pour le moment c'est la meilleure presque. Elle est classée parmi les villes les plus propres du pays. Première, deuxième, à part Kinshasa, Lubumbashi peut-être, je ne sais pas, mais elle est classée parmi les villes les plus propres du pays. En tout cas, coup du chapeau. Mais il y a d'autres domaines, par exemple dans les sociales. Les gens continuent toujours à souffrir. Comment? Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de job. Nous avons des jeunes gens, des jeunes garçons, des enfants qui terminent leurs études au secondaire, à l'université. Ils ont leur diplôme, mais ils n'ont rien à faire avec ces diplômes. Ils sont dans la rue, mais ils font absolument rien. Raison pour laquelle moi, comme pas mal d'autres personnes, se retrouvent dans le secteur informel. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'est pas en mesure de créer des emplois, de donner des emplois à nos jeunes enfants, à nos jeunes, à la jeunesse congolaise. La recommandation que peux-je donner à nos autorités, à nos dirigeants, c'est de faire l'air possible pour la création de l'emploi. Les élèves, les enfants n'ont nulle part où aller dès qu'ils terminent leurs écoles. Qu'ils nous aident, qu'ils fassent l'air possible en créant de l'emploi, les industries, etc. Merci les journalistes. Cependant, il s'observe une lueur d'espoir au-delà de l'évolution du secteur commercial, d'achat et de vente. Le nombre de petites industries et usines, pourquoi pas aussi grandes, commence à monter des chiffres et cela réduit tant soit peu le nombre de sans-emploi, une chose qu'a encouragé les chefs de division provinciale de petites et moyennes entreprises, Jean-Marie. Oui, je réponds au nom de Jean-Marie Uitangila Kibasomba. Je suis le chef de division provinciale de petites, moyennes entreprises et artisanat et classe moyenne. Oui, vous savez, depuis 2002, justement, l'année 2002, c'est l'année à laquelle on avait connu l'éruption volcanique. Et l'éruption volcanique qui avait pratiquement balayé toutes les entreprises importantes de la ville de Goma. Ce qui avait fait que l'essor économique de la province avait beaucoup reculé à cause de cette éruption. Mais qu'à cela ne tienne, comme vous le savez, la population du Nord Kivu en général, et celle de Goma, c'est une population très dynamique. Très dynamique et qui s'était adaptée à la situation. Et en un clin d'œil, elle s'était vraiment ravisée, avait repris les choses en main. Et même la ville a été transformée. Les activités ont repris avec une grande ampleur. Et aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre. Nous avons maintenant comme voirie urbaine, les constructions qui ont été érigées, ça n'a rien de pareil avec ce qui avait existé avant 2002. Et donc, vraiment, la ville a beaucoup évolué, tant sur le plan économique que sur le plan urbanistique. Et par rapport au passé, de toute façon, nous avons un nombre impressionnant d'entrepreneurs. Et c'est pratiquement dans presque tous les secteurs, maintenant, à ce jour. Parce qu'à un certain moment, on se limitait seulement au commerce achat-vente. Comme vous le savez, la plupart d'entreprises, d'opérateurs économiques de la province, en général et de Goma en particulier, s'intéressaient seulement au commerce. Au commerce, achat-vente et tout ça. Ils se rendaient à Dubaï, ils ramènent des produits manufacturés. Mais à ce jour, il y a maintenant des petites entreprises, des entreprises qui commencent maintenant à s'implanter, à naître et tout ça. Et il y a un effort qui est un tout petit peu dans ce sens. Nous avons des usines qui produisent du ciment, nous avons des usines qui produisent la tomate, des petites usines qui produisent le matelas. Et bon, là, nous avons espoir que la série va continuer. Et vraiment, ça sera une ville vraiment prospère. Ce qui reste à faire, c'est de demander seulement à notre gouvernement de voir dans quelle mesure il peut octroyer des crédits aux opérateurs économiques pour pouvoir booster leurs activités. Nous pensons que ce sont les crédits qui manquent pour que les investissements puissent être observés de manière notable au niveau de la ville de Goma. Bon, notre province, c'est une province qui connaît beaucoup de difficultés.
Nous avons des conflits par-ci par-là, tout ça, le Maïmaï, le Nalu, qui essaie de perturber un peu notre système économique. Mais nous allons seulement leur demander de persévérer. Et c'est en persévérant évidemment qu'on peut voir les horizons s'ouvrir et peut-être arriver à des résultats espérés. Bien que l'accès aux soins de qualité continue à faire défaut car la population n'a pas encore de moyens suffisants, néanmoins la ville de Goma compte déjà certains centres spécialisés et équipés comme CIMAC, Sedigo, outre ces hôpitaux généraux des références, bien qu'il faudrait en avoir plus encore. Goma, à la différence du reste du pays, est un modèle sur le plan sanitaire, mais on a besoin qu'il y ait plus d'input en médicaments de qualité, a déclaré le Dr Maganga Wingajan, l'un des vieux médecins de Goma, avant d'ajouter que les autorités appuient de telles institutions et les soutiennent, parlant des structures qui ont fait une avancée. Ok, je me présente, je suis le Dr Maganga Wingajan. Je suis le médecin directeur du centre médico-chirurgical Sedigo. Je sais que je me suis retrouvé à Goma après mes études universitaires en Italie, vers les années 1998. Disons que le système était embryonnaire. Il y avait bien sûr l'hôpital général de Goma, une institution officielle, l'hôpital construite par l'Union européenne et dirigé à l'époque par la coopération italienne. Et il y avait l'hôpital de la CBK. Et cet hôpital-là, il était référence aussi, surtout pour les zones de genre Virunga, genre Fils. Et il n'y avait pas grand autre hôpital, ça veut dire qu'il y avait les deux qui prédominaient ici à Goma. Et il y avait déjà un foisonnement de petits hôpitaux, de petits centres de santé, mais disons qu'à Goma, c'était le deux qui comptait et qui essayait de soigner tant bien que mal les différents malades qui venaient à être examinés. Le défi, ce sont les mêmes défis, ce sont les solutions qui ont été plus ou moins amenées à solutionner ça, et un chapeau particulier à l'organisation sanitaire de la province, puisqu'il va sans dire que avec l'organisation sanitaire, avec la province qui était du moins à un niveau intermédiaire dans l'échelle de l'organisation sanitaire du pays, nous avons eu une très bonne organisation de centres de santé sur tout le territoire, compris le nord de Goma, Rutshuru, Walikale, et il y avait toujours de médecins chefs de zone qui étaient à responsabilité dans ces zones-là, et il y avait transfert de jeunes médecins qui, je vous assure, ont intégré la politique de santé publique, et ils ont fait un travail qui, vu l'organisation, le fruit de ce travail-là continue quand même à aider, même aujourd'hui. Je crois que le système sanitaire congolais, c'est un exemple d'un très bon système. Il faudrait seulement qu'on puisse l'améliorer. Et il y a eu de grosses améliorations, puisqu'il y a eu implication de toutes ces institutions, que ce soit public, que ce soit privé. Je crois que l'hirondelle ne fait pas le printemps. On peut dire que Goma, à différence du moins du reste du pays, c'est un modèle. Mais ce modèle-là a besoin, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'input dans le sens du moins de médicaments de qualité, dans le sens qu'il faudrait qu'il y ait tous ces jeunes médecins
qui sortent de différentes universités, qu'ils puissent trouver des institutions là où ils peuvent travailler. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut nécessairement à ce qu'il y ait quelques centres très spécialisés, ce qui nous éviterait, par exemple, tout moins ces transferts dont on vient de parler. Et à Goma, on a par exemple la chance d'avoir une institution comme CIMAC, ça veut dire l'imagerie médicale, avec une clinique de niveau international. Ça, si on multiplie ce genre de cas, multiplié, je ne dis pas par 10, multiplié par 100, on sera plus ou moins rassuré qu'on a atteint un bon niveau de qualité de soins et donc on pourrait dormir tranquille. Et vu l'exemple qui vient d'être manifeste avec cette pandémie du corona, là où la plupart des gens sont confinés en leur lieu de résidence, vous voyez l'importance qu'il y aurait carrément à ce que l'autorité publique puisse s'investir à multiplier ce genre d'institutions, à appuyer ce genre d'institutions et à sauvegarder aussi cette main-d'œuvre qui est là, qu'elle ne puisse pas à un certain moment avoir le besoin carrément de se transférer ailleurs. La pauvreté de notre population, elle est là, elle est manifeste. Notre population n'accède pas facilement aux soins de qualité. Vous êtes au courant, puisque journaliste, de combien de nombre de gens qui s'improvisent comme un médecin, que nos malades, avant d'arriver dans un hôpital, ils passent d'abord auprès de la petite pharmacie, tellement qu'ils n'ont pas le nécessaire pour aborder directement l'hôpital avec le médecin. Vous connaissez le nombre de gens qui s'improvisent. Je ne veux pas citer les bateaux Tueba Sultani et je ne sais pas consorts. Cela font vraiment du tort à la médecine traditionnelle qui, elle aussi, peut avoir ses limites, mais elle reste la plus saine de toutes ces médecines-là. Certaines écoles officielles de l'époque ont été emportées par l'éruption du Nyiragongo, mais juste après, l'on peut observer une prolifération d'écoles, tant officielles que privées, dans cette ville touristique qui non seulement donne accès à plus d'enfants d'accéder à l'éducation, mais aussi à un enseignement de qualité par le recrutement de plusieurs vagues d'inspecteurs, a annoncé l'inspecteur principal provincial de la formation professionnelle Arts et Métiers, Emmanuel Gachamba. Je suis Emmanuel Gachamba, inspecteur principal provincial de la formation professionnelle Arts et Métiers au Nord Kivu 1. Je suis en train de terminer ma 25e année de carrière enseignante ici à Goma. Et en 2002, j'étais encore enseignant à l'Institut Maendeleo de la 55e CEPZ. J'étais enseignant d'histoire. Et pendant cette époque, il y avait un premier événement qui avait émaillé négativement les secteurs de l'enseignement. Il s'agit du 17 janvier 2002 où le volcan Nyiragongo est venu se ruer sur toute la ville de Goma, décimant ainsi un très grand nombre d'écoles. En tout cas, il y a beaucoup d'écoles, tant publiques que privées, qui ont été emportées par le volcan Nyiragongo à partir du 17 janvier 2002. Je me rappelle que c'est ça le premier événement qu'il faut signaler qui a agi négativement sur les secteurs de l'enseignement. Il avait fallu attendre que certaines organisations internationales, certains humanitaires arrivent à la rescousse de la sous-division, de la division qui avait sollicité pour que, en tout cas, certaines écoles soient reconstruites. Et
il s'agit par exemple des écoles comme l'Institut Mikeno, non conventionné, même Mikeno islamique avait brûlé, même l'Institut Maendelo, mon école, avait pris feu. Beaucoup d'écoles primaires et secondaires ont vraiment été décimées. Et c'était donc un deuil général qui avait poussé certaines écoles, après les volcans, à fonctionner avant et après-midi. Et certaines écoles qui n'avaient pas connu ces feux-là ont accueilli d'autres écoles qui étaient en difficulté. Je me rappelle que l'Institut Maendeleo a travaillé d'abord dans les enceintes de l'Institut Tungane après-midi. Je me rappelle que l'Institut Faraja après-midi a reçu une école primaire qui avait brûlé. Et que donc, de 2002 à aujourd'hui, après cet événement-là, bon, des constructions ont été faites, une récupération rapide a été visible. Et pour cela, nous remercions la spontanéité avec laquelle les ONG sont intervenues pour sauver la situation. En tout cas, les écoles privées agréées ont commencé à s'installer comme des champignons à partir de 2002 avec cet événement-là du volcan Nyiragongo. Alors ces écoles, en s'installant, ont reçu beaucoup d'élèves parce que certaines parcelles des écoles publiques devenaient vides, pendant que certains patrons, certains entrepreneurs, certains opérateurs pédagogiques qui voyaient certains élèves errer, ont initié de pouvoir solliciter des arrêtés d'agrément pour créer des écoles privées agréées. À Goma se porte très bien. Sur le plan pédagogique, en tout cas, parce que après la vague de la 6e édition, il y a eu une autre vague de la 7e édition des inspecteurs pour renforcer la qualité. Il y a eu une autre vague des inspecteurs de 2008. Disons de... Oui, c'est-à-dire nous sommes de 2006. Il y a eu une vague qu'on appelle la 7e édition. Nous étions la 6e. Il y a eu une autre vague qu'on appelle la 8e édition. Et donc, avec toutes ces vagues de recrutement des inspecteurs, la qualité de l'enseignement à Goma a continué à se poursuivre, mais aussi avec la création des écoles privées sérieuses. Parce que certaines écoles privées ont donné un bon exemple qui a poussé à certaines écoles, même publiques, de pouvoir se réorganiser davantage. Prenez Institut Metanoïa, prenez école SL, école communautaire du lac, prenez complexe scolaire La Promise, prenez complexe scolaire La Joie, prenez école primaire La Concorde, prenez école primaire de l'Amitié, prenez école primaire de Volcan. Et donc il y a eu beaucoup d'écoles primaires et secondaires du système privé qui ont quand même donné un ouf de soulagement de la formation, de manière que avec les paiements des enseignants par les parents, beaucoup de parents ont amené leurs enfants dans les écoles privées à la recherche de la qualité avec le suivi des inspecteurs, parce qu'ils suivent non seulement les écoles privées mais aussi les écoles publiques, mais aussi les écoles maternelles, parce qu'il y a aussi des inspecteurs de l'enseignement maternel. Oui, ce qui reste encore à faire, c'est au niveau de l'État congolais de se rappeler qu'un très bon enseignant ne peut pas rester très bon, qu'il soit D6 au primaire, G3 au secondaire, licencié au secondaire. Il ne peut donner le meilleur de soi-même que lorsqu'il est très bien payé. Actuellement, on parle de la gratuité. Cette gratuité s'est matérialisée à moitié. Les NU, c'est-à-dire qui n'ont pas de numéro matricule, existent encore. Les NP, qui ont les numéros matricules mais qui ne sont pas payés encore, existent encore. On interdit aux parents de les prendre en charge. Ça crée un problème de la baisse de qualité. Ils peuvent bien continuer à enseigner, mais, voyez-vous, l'année a commencé avec des grèves.
des promesses ont été faites, les grèves ont été suspendues. Maintenant, le coronavirus constitue une autre suspension, bon, involontaire. Mais ce qui reste à faire, en tout cas, c'est non seulement de la part des parents de comprendre qu'un bon enseignement de qualité peut se faire tant au privé qu'en public, sans tenir compte des frais. Qu'un parent responsable comprenne qu'il peut payer, même beaucoup, pourvu que la qualité soit garantie. Mais que les responsables, en tout et pour tout, les gouvernements congolais comprennent que les NU et les NP doivent être maintenant pris en charge, mais aussi les salaires dont il a parlé, le président de la République et le Premier ministre ainsi que le ministère de l'Éducation, que ça puisse être une réalité pour que ce salaire qui peut faire nouer aux enseignants les 2 bouts du mois puisse être donné aux enseignants de partout sans discrimination, mais également sans discriminer les NU et les NP. Parce que si l'ouverture aura lieu, si les NP et les NU ne sont pas payés, c'est vraiment grave. D'abord, je me demande, ceux qui n'ont pas de numéro matricule maintenant, qui ne sont pas donc payés depuis le mois de mars, où ce n'est pas l'État qui paye, depuis le mois de mars, où en fait c'est l'État qui paye, mais les parents ne payent pas. Le gouvernement congolais pense que c'est NP, que c'est NU, que tous ces enseignants qui donnent cours dans les écoles privées, qu'ils vivent de quoi maintenant? Depuis beaucoup de mois, ils vivent de quoi? C'est une grande question à laquelle le gouvernement doit répondre. Est-ce qu'il faut que les ONG viennent prendre en charge certaines personnes qui peuvent risquer de mourir de faim? Parce qu'imaginez-vous, celui qui n'était pris en charge que par les parents. Maintenant, depuis le mois de mars, il ne trouve rien. Actuellement, il vit de quoi? Est-ce qu'il peut même avoir le courage de revoir ses notes pour qu'il puisse améliorer lorsque l'ouverture aura lieu? Non, il est motivé par quoi? C'est vraiment un problème qui nécessite une réflexion approfondie de la part de tous les partenaires de l'éducation afin que chacun puisse amener sa pierre angulaire à la recherche non seulement de la quantité qui est déjà garantie, qui est déjà une réalité parce que les parents ont déjà compris que tous les enfants doivent aller à l'école et le gouvernement a encouragé les parents à travers la gratuité, en tout cas même ceux qui étaient à la maison sont revenus à l'école, mais maintenant à un deuxième niveau donne maintenant l'opportunité à l'État, à tous les partenaires de l'éducation de pouvoir réfléchir sur la prise en charge pour que, en dehors de la quantité, que la qualité soit également garantie. Et si l'on parlerait de la presse, l'évolution est bonne parce qu'en 2002, il n'y avait pas beaucoup d'organes de presse et de journalistes professionnels, mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus et qui sont dynamiques. Seulement, il y a plusieurs organes de presse privés qui ont du matériel, mais qui n'ont pas de moyens financiers, a reconnu Raphaël Kiongi, éditeur du journal Jonction et président honoraire de l'UNPC Nord Kivu. Raphaël Kiongi, je suis l'éditeur du journal Jonction. Et je suis aussi responsable des Jonctions Online qui est en ligne depuis 3 mois et je suis également président honoraire de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu. En 2002, nous étions dans la rébellion. En 2002, c'est la période où il y a eu l'éruption volcanique, si je m'abuse. Donc, pendant la période de la rébellion, par rapport par exemple à la presse écrite, qu'on a eu la création de plusieurs organes de presse, soutenus à l'époque par le RCD, Mouvement de la Rébellion. Et donc, en 2002, moi-même qui vous parle, je suis allé au dialogue intercongolais de Sun City 1 et 2. Et le RCD nous avait associés. J'étais par alors. En ce moment-là, la différence avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que jusqu'à la réunification du pays, nous avions ici l'avantage d'être soutenus par la rébellion du RCD, qui soutenait vraiment le média par l'achat des espaces et même le média dans l'audiovisuel était soutenu. Mais il n'y en avait pas beaucoup.
C'est la presse écrite qui à l'époque avait beaucoup d'organes de presse, donc beaucoup de titres. Mais après la réunification, c'est à ce moment-là que nous avons constaté une sorte de prolifération d'organes et de la presse écrite et aussi de radio comme de télévision. Parce qu'à l'époque du RCD, il n'y avait que la RTNC qui avait la télévision ici. D'ailleurs même pas parce que c'était en relais. Mais il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé. À l'époque, il s'est débrouillé pour passer des trucs montés. Bon, ils pourront mieux vous expliquer ça vous-même. Mais toujours est-il que pour moi, je considère que l'évolution, quand je vois ce qui se passe ici, l'évolution est bonne, dans le sens que à l'époque, on n'avait pas beaucoup de journalistes qu'on peut appeler scientifiques. Donc, des gens qui ont suivi une formation régulière, normale, et donc qui avaient une certaine expertise avérée. À l'époque, c'était des gens qui avaient juste leur talent, la plupart avaient les talents, il y avait très peu de diplômés en matière dans le secteur de médias, disons de la communication, voilà, tout ça. Il n'y en avait pas. Et les techniciens, n'en parlons pas, parce qu'à l'époque, c'était des gens qui étaient formés sur l'État. Mais la différence aussi entre cette époque et aujourd'hui, c'est que nous, à l'époque, le système était rigoureux. Donc, ne devenez pas journaliste comme aujourd'hui qui veut. Vous voyez, donc il fallait absolument passer par les stages, comme le prévoit et le stipule la loi sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, mais c'est une loi qui date de l'époque de la République d'Isaïe. Je crois que c'est en 1981 que cette loi a été votée au Parlement. Donc, à l'époque, on respectait le prescrit de cette loi. Donc, la loi dit bien qu'il faut être D6. Donc, à partir de D6, quand on est D6, on peut maintenant, avec les stages passés dans les différents médias, 6 mois, 1 année, 3 mois, ça dépend du titre que vous portez. Et donc, il y avait une certaine rigueur. Alors, la différence avec aujourd'hui, c'est que cette rigueur n'existe plus. Il y a un certain laisser-aller qui fait que vous avez effectivement des gens diplômés, jeunes, efficaces, moi j'encourage ça, j'admire ça, qui sont diplômés, qui ont les talents, mais malheureusement, il y a maintenant la difficulté, contrairement à l'époque avec nous, les RCD, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont créé des entreprises de presse privées n'ont pas le moyen, ils n'ont que les matériels. Alors ça pose maintenant un sérieux problème. Donc, un journaliste ou un opérateur du secteur de médias qui est obligé de se débrouiller pour tenir le coup, parce qu'il n'y a pas de contrat. Moi, quand j'étais à l'INPC, comme président, on avait voulu aller dans le sens de dire qu'il faut des contrats. Donc, aujourd'hui, les difficultés, ce sont, je dirais, il y a plus de difficultés qu'avant. Bon, c'est lié aussi au fait que, vous voyez, ça fait 18 ans. Par rapport à ce que vous voulez comme évaluation. Donc, pendant les 18 ans, donc, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont embrassé la formation, qui ont, moi j'admire ça, qui ont un cursus valable, qui ont un niveau bien, et qui sont surtout, je parle en connaissance des causes parce que je voyage à travers le Congo, qui sont surtout performants et efficaces. Vous voyez, le gouverneur venait de tenir une activité là. Vous remarquerez que quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, vous verrez qu'au moins une dizaine, une trentaine ont déjà publié quelque chose. Ce qui n'existe pas dans d'autres provinces. Il y a des provinces où il n'y a même pas de médias en ligne. Mais nous ici, nous avons des jeunes journalistes talentueux, je le souligne, qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont dans les radios et les télévisions. Vous voyez même nos chaînes. À Goma déjà, nous avons presque 5 chaînes de télévision privées. Vous comprenez? Et le personnel est là. Donc les journalistes sont là, les techniciens sont là. Ils ont toutes les capacités voulues. Et ils sont documentés. Et nous ajoutons cela, l'autre phénomène positif, c'est la MONUSCO. À l'époque, nous, pendant la guerre, nous avons eu la chance de travailler avec CICR.
C'est CICR qui nous a encadrés dans des formations, des ateliers, tout cela. Il y a eu CICR, et il y a eu aussi UNESCO, UNICEF, qui l'ont fait. Mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'ateliers de formation, il y a beaucoup de séminaires de recyclage, et ça modèle les types de journalistes que nous avons. Ce qui manque aujourd'hui sont les moyens des entreprises sérieuses, des entreprises disposant donc des promoteurs de médias qui ont les moyens, pas comme on les fait, mais qui peuvent payer le personnel, qui peuvent prendre en charge les courses au lieu que les journalistes courent derrière, pas l'information, mais la communication. Donc aller vers les gens qui donnent leur opinion, qui donnent... Alors là, vous voyez, nous sommes plus dans la communication que dans l'information. Mais dans l'ensemble, moi je trouve que l'évolution elle est positive, que ce soit ici à Goma, que ce soit à Beni, que je connais, que ce soit à Butembo, elle est vraiment... Même, ça commence même à aller dans les territoires parce que le Nord qui vous fait exception, c'est parmi les rares provinces en RDC qui ont des radios dans tous les territoires. Chaque territoire a au moins 1, 2 ou 3 ou 4, 5 radios. Et c'est avantageux, c'est encourageant. Disons que moi, nous comme des anciens, je pense que maintenant, le travail qui doit être fait, c'est que je demande aux confrères, qui sont venus dans le métier après, c'est la persévérance d'abord. Il faut qu'ils soient persévérants, c'est un métier pas nécessairement facile. Mais c'est un métier où quand on s'y applique, on est professionnel, quand on respecte leurs petites règles éthiques, déontologie, les petites règles, on est discipliné, on a un carnet d'adresse. Quand on a le carnet d'adresse, c'est-à-dire à ce moment-là, vous avez des contacts qui vous permettent de devenir grand. Parce que les journalistes, c'est entre guillemets un faiseur d'opinion. Et comme c'est un faiseur d'opinion, il est sollicité partout. Et comme il est sollicité partout, il gagne en termes de crédibilité, on peut ajouter en termes d'aura, donc il a un succès, et puis il va de loin. Mais ça ne dépend pas de l'INPC. L'INPC, c'est un cadre de la protection du métier, des journalistes, de photographes, tout ce que vous voulez. Donc, avec un peu de discipline, avec un peu de professionnalisme, on devient grand. On devient grand, et quand on devient grand, tout le reste suit. Donc vous trouvez l'aisance matérielle, vous trouvez tout, mais c'est la conséquence de la qualité du travail que vous abattez. Voilà. L'on peut quand même retenir certaines personnalités qui ont marqué l'histoire de cette ville. À Goma, nous avons connu des grandes personnalités comme le pasteur Joël qui prêchait bien l'évangile, de grands joueurs comme Papi Kawembe et même Thierry Kasereka, de grands musiciens dans le gospel comme dans le profane, a témoigné un ancien habitant de Goma, en la personne de Kwame Lebon. Bon, Mienjo Kwame Lebon, grand sapeur à Goma, mais aujourd'hui on m'appelle le dieu de la sape. Donc monument à Goma quoi, c'est moi Kwame Lebon. Beaucoup de différence entre 2002 mpaka leo. 2002 tulikuwa moins civilisé, mais pour le moment toujours pas la civilisation moi ya butamu sana na ma innovation za butamu sana. Parce que na 2002 batu ba mingi balikuwa ka ba yo savoir vivre. Mais leo hii tellement que Goma batu ya savoir vivre. Pourquoi leo Goma batu manayala mbele Goma tulikuwa sikia kanjo mwisho ilikuwa ni makatindo kule kumo Carmel, mais leo tukasikia kule, tukasikia Maturunga, tukasikia Kilijue, tukasikia Mandosho, tukasikia Nyabuchongo. Donc Goma inakomala par rapport na 2002. Goma leo hii angalia Goma leo angalia Goma iko propre. Angalia partout barabara, angalia barabara ziko propre. Ba petit venye walikuwa wanapiga muziki, walikuwa bangali ba petit musicien, mais pour le moment ba évoluer kwa petit ba musicien chrétien, ba musicien mondaine, mais leo bote wanaendelea. Goma inapanda kwa watu wenye wanayua Mungu. Goma inapanda kwa watu wenye biko na susi ya Yesu, et Goma inapanda kwa watu wenye biko na savoir vivre. Parce que kama mtu mbaya Goma hizo kupandia kwa wewe. Kwa hiyo utakuwa na ile esprit ya zamani tu. Mais kama uko mtu mwenye uko na conscience, kama uko na savoir vivre, mwingine yuko moyo, kwenda napanda kwa jani.
vile comportement yako ya bien una créer connaissance na watu ba mingi ba autorité ba pasteur ba padir ba chef ba responsable ya entreprise ba préfet ba professeur ba directeur ba général simple président wetu vile ya Goma. Donc c'est bon mwenye alikuya Goma mbele na mweko hapa leo Goma iko différent Goma mbele. Tusisahau quand même tunashafanya maevre mais bacha tuacha uko sawa vile pasteur Joel ni vie mwenye aliacha kashe Mugoma, ni pasteur mwenye alikuwa na don ya kuhubiri ule vile sana prêcher upende usipopenda utasikia. Tukaingia ku sawa vile kunani ku football mwingine mwacha tuacha Papi Kawembe, faut être reconnaissant, alikuwa ni grand joueur mu niveau ya Goma, alikuwa fama evre na maevre donc uko unaona una sentir na ba joueur ya Kinshasa wa Kinwa sasa nafika bana sentir que Goma kama element nikiangalia kwa sababu vile bakasereka leo hii hata bacheleta kabumbe balikuwa pa maevre na kiangalia banakwambia sasa vile au abajora ya Virunga unani Germain alikuwa fanya evre. Ukiangalia sasa vile banakwambia Diouf leo Diouf iko mabulaya ashafanya evre. Kwa hiyo banakwambia donc ba grand joueur balikuwa pa maevre donc ba Koko Malanda nakiangalia bani maevre ba joueur bote balikuwa pa mabito ya bravo. Sasa vile mu musique mondaine kwa kiangalia ba petit Serge Di Cappuccino la petit balikuwa piga musique mais à partir de vile Goma évolution kwenda na panda ba petit bakia bakamata bakaenda mu maison mais nakiangalia every kuna panda et pour le moment je t'informe que kuko ba musicien chrétien leo mu Goma leo joba nguvu tena sana par rapport na musique mondaine. Leo musique chrétienne inapanda sana kushinda musique mondaine. Donc angalia ba musicien chrétien biko pika musique wewe kuna sentir hata ulikuwa pae et wa moshe tu dois danser et tu dois glorifier Dieu. Donc Goma évolue grave na mu niveau ya SAP niko changer donc niko doyen va changer ya Est ya Nord Kivu. Hapana mu Est ya Nord Kivu niko changer kabisa wa kwanza. Sasa vile unasikia bale ba vie Junes ukasikia ba vie Kayaya donc bale ba doyen bote na mimi niko parmi bale ba doyen ba vie Gilles donc ndio kiangalia leo hii SAP ina former watu kuvala na mimi nashukuru vraiment. Merci beaucoup. Écrire sur la ville de Goma serait question d'un livre qui ne serait peut-être pas achevé, mais son histoire est remplie d'événements aussi glorieux que lyriques qui rendent d'elle une fierté pour le pays,